Alors je vais commencer par vous remercier d'être là, de m'accorder un peu de votre temps ce soir et de vous accorder du temps dans cette vie où on entend souvent que généralement on a tendance à aller dormir le soir en ayant le sentiment qu'on n'a pas suffisamment accompli et se lever le matin en ayant le sentiment qu'on n'a pas assez dormi. Et donc, ensemble, je vous propose d'explorer certaines notions. Je ne sais pas les raisons qui vous ont motivé à faire le choix de venir ici. Peut-être que c'est par simple curiosité, peut-être aussi que vous avez identifié chez vous quelques comportements répétitifs dont vous avez du mal à vous débarrasser. Peut-être aussi que vous êtes là pour un ami. Alors si vous êtes là pour un ami, il est possible que vous en retiriez quelque chose aussi. Je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis pilote de ligne, ingénieur civil de formation. Et donc, une question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur pilote? Eh bien, nous parler du cerveau. Alors, effectivement, pendant de nombreuses années, c'était absolument pas un domaine de compétences me concernant. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai été amené à m'y intéresser et surtout j'ai été confronté à certains événements qui m'ont un peu botté les fesses et au travers desquels je me suis rendu compte que c'était vital. Alors, en tant qu'ingénieur, rationnel cartésien, tout ce qui était cerveau et tout ce qui découle du fonctionnement du cerveau, c'était quelque chose auquel j'étais complètement étranger. Ensuite, j'ai commencé ma carrière de pilote et en aviation, dans l'aéronautique, pour répondre à une problématique d'accidents, de multiples accidents qui ont eu lieu dans les années 70-80, l'industrie aéronautique s'est posé la question comment peut-on réduire le nombre d'accidents, parce que sinon les passagers un jour ne vont plus oser prendre l'avion. Il y a eu une enquête, une analyse très approfondie qui a été menée en 1978-1979, et le résultat publié en 1979 à San Francisco était sans appel. Les crashs sont liés, dans 70-80% des cas, à des problèmes de fonctionnement d'équipage et de fonctionnement des individus au sein des équipages. Donc, une communication qui était inappropriée, un leadership qui était inadéquat, des prises de décision qui étaient biaisées, et donc, à la suite de ça, des formations réglementaires et récurrentes ont été mises en place avec un impact significatif sur la réduction du nombre d'accidents. Et donc, j'ai appris tout cela lorsque j'ai commencé ma carrière dans les années début 2000-2001, et puis j'ai été amené à l'approfondir. Et en 2015, j'étais copilote d'un vol d'un Airbus A318 qui reliait Paris-Charles de Gaulle à Brest. Et là, en plein milieu du vol, c'est le commandant de bord qui réalisait l'étape, c'est-à-dire c'est lui qui était aux commandes sur ce vol, et moi, pendant ce vol, je l'assistais avec les tâches annexes. Et en plein milieu du vol, nous recevons un appel d'urgence de la cabine, et il se retourne vers moi et il m'annonce « fumée en cabine ». Alors juste pour clarifier certains termes, la cabine, c'est là où se trouvent les passagers, le cockpit, c'est là où se trouvent les pilotes. Fumée en cabine. Donc, immédiatement, nous appliquons les procédures auxquelles nous avons été formés, équipement du masque à oxygène. Ensuite, je réalise certaines checklists, on passe un appel d'urgence sur la fréquence et on décide initialement d'aller à Brest. Une fois que j'ai réalisé les premiers éléments de la checklist, le commandant de bord se retourne vers moi et dit « dis-leur qu'on va à Rennes ». Et effectivement, je venais moi-même de voir sur l'écran de navigation que Rennes était beaucoup plus proche. Et donc, nous avons annoncé au contrôle aérien que nous allions à Rennes. Et comme nous avions déjà préparé l'arrivée pour Brest, dans notre ordinateur de bord, il fallait que je fasse les modifications pour pouvoir aller nous poser à Rennes. Et là, je me suis retourné vers cet ordinateur que j'utilise tous les jours, et c'était le blackout. Impossible de savoir sur quel bouton appuyer. Pendant une durée que j'estime à 10, 20, 30 secondes, j'avais une voix qui tournait en boucle dans ma tête. « Oh non, pas ça, un feu, aïe 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 ». Parce qu'un feu, en fait, un feu non maîtrisé à bord d'un avion, statistiquement, c'est 13 à 17 minutes de temps de vie. Si l'avion n'est pas posé en déant ce délai-là, si le feu est non maîtrisé, il est quasi certain que tout le monde va périr. Et puis, au bout d'un certain temps, mes neurones se sont reconnectés, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire, on s'est posé à Rennes en sécurité, au bout de 13 minutes, on a eu l'information
par la suite que la fumée était en fait provoquée par un roulement dans un groupe d'air conditionné qui avait serré, donc il n'y avait pas de feu, c'était simplement de la fumée. Mais en cas de doute, il n'y a pas de doute. Nous avons appliqué les procédures qui s'imposent. Et cette fois-là, je pense que environ, je n'ai plus le chiffre exact du nombre de passagers qu'on peut avoir sur un Airbus A318, parce que maintenant je vole sur beaucoup plus gros, Boeing 777, mais environ 120 passagers m'ont broyé la main, ainsi que celle du commandant de bord, en sortant de l'avion. Merci, merci. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ce à quoi cet événement m'a amené à faire comme recherche, à faire comme découverte, comme lecture. Et je vais vous amener, d'une part, j'espère vous amener une part d'entre vous à certaines prises de conscience, et puis aussi, parce que c'est toujours utile, je vais vous proposer quelques outils qui peuvent vous servir au quotidien lorsque vous sentirez que vous en avez besoin. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation? Enfermé à l'extérieur de sa voiture. On n'est pas obligé de regarder sa voisine, hein, ça nous arrive aussi à nous. Enfermé à l'extérieur du bureau, enfermé à l'extérieur de la maison. Et pourtant, on sait très bien que si on n'emmène pas nos clés et notre badge avec nous, ça va nous arriver. Et malgré ça, on est victime de cela. Il y en a peut-être parmi vous qui prennent des céréales le matin. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais le jus dans les céréales. Ou alors, c'est moins facile maintenant, mais c'est encore possible dans ce sens-là, mettre de l'essence dans une voiture diesel. On sait très bien que c'est une voiture diesel. Mais quelque chose fait que ce jour-là, on n'arrive pas à reproduire la performance habituelle. Et puis, il y a d'autres comportements qui sont plus systématiques. On sait que trop, c'est pas bon. Et pourtant, on y retourne. Alors on verra tout à l'heure que notre cerveau, il est câblé pour aimer ce genre de choses. Et ceux qui nous vendent ce genre de choses savent pertinemment que notre cerveau est câblé pour aimer ce genre de choses. Mais malheureusement, ça a des impacts sur la santé et puis la société. Et une des raisons qui me pousse aussi à proposer cette conférence, c'est que nous nous retrouvons souvent dans des conflits à répétition. Et c'est tellement à répétition qu'on anticipe le fait que la prochaine fois qu'on va voir cette personne, on va de nouveau être dans un conflit. Et malheureusement, souvent, il y a des victimes collatérales. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces situations, par rapport auxquelles on sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais on n'arrive pas à le faire, je vous propose de nous intéresser à lui. Première question pour vous. Depuis combien de temps, depuis combien d'années, le cerveau qui nous équipe, au niveau de l'évolution de l'espèce, n'a-t-il pas évolué? Depuis combien de temps est-ce qu'on est équipé de ce matériel-là? Homo sapiens sapiens même. Vous avez une idée? 10 000 ans? Qui dit mieux? On est... Alors, il y a des estimations, la date n'est pas absolument arrêtée, mais on est entre 50 000 et 200 000 ans. D'accord? Alors, il y a 50 000 à 200 000 ans, notre environnement était légèrement différent. Et donc, ce cerveau a été développé, a évolué, pour nous permettre de survivre dans cet environnement d'il y a 50 000 à 200 000 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on nous racontait quand on était à l'école? Alors pour certains c'est loin, mais concernant l'évolution du cerveau, le développement du cerveau, il y a plusieurs couches. La couche la plus primaire, est-ce que vous vous souvenez de... Le reptilien. Le reptilien. Alors on parle de mode reptilien, parce qu'en fait, le cerveau reptilien, c'est un peu daté, ça date de Paul MacLean dans les années 50, et on s'est rendu compte depuis lors que tout était interconnecté là-dedans. Mais c'est le premier qui s'est développé. Quel est son objectif à lui? La survie. Que faut-il pour survivre? C'est-à-dire en termes comportemental, que faut-il pour survivre? Et c'est quoi la sécurité? Courir, j'ai entendu. Respirer, ok. Alors, respirer, ça se fait de manière automatique, Manger, effectivement. Manger, boire. Courir, si on se retrouve confronté à un danger.
Attaquer, éventuellement. Dormir. Se reproduire, merci. Ne pas bouger. Et donc, on a une petite structure dans ce mode reptilien qui s'appelle le striatum. Et le striatum, il a 3 fonctions de base essentielles. C'est manger, se reproduire et en faire le moins possible. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va contribuer au fait que si je suis confronté à un danger, je vais avoir l'énergie d'y répondre. Courir éventuellement, attaquer, me défendre, si nécessaire. Et puis, forcément, se reproduire, sinon l'espèce ne serait plus là. Et il y a 2 autres motivations du striatum qui sont augmenter son statut social, parce que plus je me situe haut dans la pyramide de mon clan, plus mes chances de survie sont importantes, et rassembler des informations, un maximum d'informations par rapport à mon environnement, et de préférence des informations qui correspondent à des menaces, parce que ces menaces, si je peux les anticiper, de nouveau, ça va améliorer mes capacités de survie. Aujourd'hui, ce mode reptilien, il fonctionne toujours comme ça. Manger, se reproduire, en faire le moins possible, augmenter son statut social et se gaver d'informations à caractère menaçant. D'ailleurs, qu'est-ce que les médias nous servent? Ils nous servent précisément ce qu'on leur demande. Okay? Dans le mode reptilien, au niveau émotion, parce qu'on abordera les émotions ce soir, aïe aïe aïe, on abordera les émotions. Dans le cadre du mode reptilien, l'émotion, c'est très basique, c'est peur, pas peur, ami, ennemi. Donc on est vraiment sur du binaire. Plus tard, dans l'évolution de l'espèce, se développe le système limbique. Alors, le système limbique, on ne va pas rentrer dans les détails, et d'ailleurs j'en serais incapable, mais j'en connais quelques points clés, dont un est notamment la gestion des émotions. Parce que ce système limbique, apparemment, s'est développé lorsqu'on est passé du stade de reptiles, poissons, au stade de mammifères, c'est-à-dire qu'on a commencé à vivre en groupe, et lorsqu'on a commencé à vivre en groupe, on s'est, par exemple, lié d'amitié avec un congénère qui est décédé parce qu'il s'est fait bouffer par un prédateur, et donc on développe une forme de tristesse, on ressent quelque chose de nouveau. On a, éventuellement, on va commencer à se friter avec un autre, donc on va développer une forme de colère, et donc on se rend compte qu'à ce moment-là, le registre émotionnel se développe. Et enfin, le néocortex, c'est le dernier en termes d'évolution. C'est lui qui est le siège de toutes nos fonctions exécutives, fonctions de haut niveau. Et il y a notamment une partie bien spécifique dont essentiellement l'être humain est équipé. Certains animaux le sont ici aussi, mais l'être humain est celui qui est le plus équipé, qui se situe ici à l'avant et qui s'appelle le cortex préfrontal, juste derrière le front. Alors, ce que je vous propose, le modèle auquel je vais vous proposer de nous intéresser, c'est un modèle qui sépare le cerveau en 2 modes de fonctionnement. C'est un modèle, donc c'est une simplification, mais c'est une simplification qui est utile pour comprendre toute une série de comportements et surtout pour comprendre comment réussir à s'extirper de ces comportements. Et donc ce modèle, il divise le cerveau en 2 modes qui s'appellent le système 1 et le système 2. Alors, cette appellation, elle a été popularisée par un psychologue israélo-américain qui s'appelait Daniel Kahneman. Il est décédé il y a un peu plus d'1 an. Et il avait eu le prix Nobel d'économie, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel de psychologie. Et ce prix Nobel, il l'a eu parce qu'il a démontré que la théorie de l'homme rationnel, l'homo economicus, j'essaie de maximiser mes gains et minimiser mes pertes, il y a toute une série de situations dans lesquelles ça ne fonctionne pas du tout. Il a fait toute une série d'expériences et il a démontré que ce n'était pas le cas. Alors, je vous propose de voir ensemble quelles sont les propriétés de ces 2 systèmes. Et puis, je vais vous faire vivre quelques petites expériences, de manière à ce que vous puissiez prendre conscience qu'on est tous équipés du même système, des 2 mêmes systèmes. Alors, le système 1, tout d'abord, il est rapide et il est économe. Donc, comme un des objectifs, je vous rappelle, de notre mode reptilien, c'est d'en faire le moins possible, on va s'appuyer un maximum sur le système 1. Et c'est très bien comme ça. Dans 99,9% des cas, ça fonctionne super bien. Notre système 1, c'est lui qui est capable de faire en sorte que ce bâtiment a été construit, que je suis capable de parler, vous êtes capable de comprendre, j'ai écrit un bouquin, j'ai été capable de l'écrire. Tout ça, c'est parce que le système 1 a accumulé des compétences au travers d'apprentissage, apprentissage qui passe par le système 2.
J'imagine que la plupart d'entre vous avez votre permis de conduire. Aujourd'hui, vous êtes capable de conduire une voiture, vous allez à destination, vous ne réfléchissez plus où vous allez, vous avez peut-être une conversation avec quelqu'un dans la voiture et vous ne réfléchissez pas à ce que font vos mains, vos pieds, vous regardez dans les rétroviseurs sans même vous en rendre compte. Tout ça est fait de manière complètement automatique. Le système 1 a la compétence de conduite complètement intégrée. Mais est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez appris à conduire? Est-ce que c'était facile d'écouter les instructions qu'on nous donnait, en essayant de réfléchir à ce qu'il fallait faire avec ces 3 pédales avec 2 pieds, le changement de vitesse, les commodes autour du volant, etc., etc. C'était beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout apprentissage implique le système 2, et on le verra, il est beaucoup plus énergivore et beaucoup plus lent. Et puis peut-être qu'un jour, vous avez conduit une voiture automatique. Qu'est-ce qui est arrivé la première fois où vous avez conduit une voiture automatique? La tête dans le pare-brise. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système 1, il avait appris que lorsqu'on est dans une boîte métallique sur 4 roues avec un pare-brise, un siège, un volant, à un moment donné, on ralentit, il faut débrayer. Et donc le pied gauche, il a joué son rôle de pied gauche. Et par la suite, on a eu presque la tête dans le pare-brise. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met le pied sur le côté. On essaye de le caler de manière à ce que ça n'arrive plus, parce que on sollicite en fait le système 2 pour créer une stratégie par rapport à une situation qui est nouvelle, qui est presque la même que la situation habituelle, mais qui est légèrement différente. Et donc on se rend compte que dans certaines situations, notre système 1, par rapport à des compétences qui sont acquises, apprises, il va être la cause de certaines erreurs. J'en profite, j'ai vu qu'il y avait au moins quelques professeurs dans la salle. Je vous invite vivement à transformer votre vocabulaire pour désormais parler d'erreurs d'orthographe plutôt que de fautes d'orthographe. Les enfants ne le font pas exprès. Donc, notre système 1, il fonctionne sur base de routine. Et je le répète, et je le répéterai encore, dans plus de 99% du temps, ça fonctionne super bien. Alors, il y a aussi des routines qui sont innées. Je vous propose un petit exercice mathématique très très simple. Concentrez-vous, c'est simple, mais je ne le dis qu'une fois. Un café et un biscuit coûtent ensemble 1,10 €. Le café coûte 1 € de plus que le biscuit. Combien coûte le biscuit? Donc j'entends 10 cents. Qui est d'accord avec 10 cents? Qui a eu la première réponse qui lui est venue spontanément, qui était 10 cents? OK. En fait, là, on est face à un problème qui a été testé par Daniel Kahneman un peu partout dans le monde, notamment au MIT, Harvard, etc. Et il y a toute une série de personnes qui donnent la mauvaise réponse, mais de manière complètement spontanée. C'est-à-dire que ces 10 cents, cette réponse qui vous est venue à l'esprit, pour ceux qui ont eu cette réponse qui leur est venue, je vous invite à prendre conscience de l'évidence avec laquelle votre système 1 vous l'a proposé. Il n'y avait pas à remettre en cause. C'est évident que c'est ça. Et donc là, on se retrouve dans une situation... Alors, la bonne réponse est 5 cents, je vais quand même la donner. Hein, parce que si le biscuit coûte 10 cents, le café coûtant 1 € de plus que le biscuit, on a déjà 1,10 € rien que pour le café. Donc ça ne marche pas. Okay, donc la réponse, c'est 5 cents. Donc, on se rend compte que notre système 1, dans certaines situations, il va être la cause de certaines erreurs. Alors, le système 1, c'est aussi lui qui nous permet de lire. Une fois qu'on a acquis la compétence de lecture, c'est le système 1 qui va de manière complètement automatique reconnaître les mots et les lire. On ne peut pas être confronté à un mot qu'on comprend sans le lire, parce que notre système 1 va automatiquement le lire. Est-ce que je peux avoir un ou une volontaire pour lire à haute voix la phrase très très simple qui va s'afficher à l'écran? Je vous en prie. Il y a un bel oiseau blotti dans la cage argentée. Vous pouvez confirmer? Oui. Dans là-bas. Alors,
ceci, ça illustre le fait que notre système 1, quand il est confronté à une situation familière et qu'il juge qu'il y a une erreur qu'il peut corriger sans nous en avertir, il va le faire pour nous. Donc dans ce genre de situation, c'est très bien. Et d'ailleurs, à l'époque de la presse écrite, qu'on ne lit quasi plus, mais à l'époque de la presse écrite, quand on prenait vraiment le temps d'analyser tous les articles, il y avait régulièrement des erreurs de typographie qu'on ne voyait pas en lisant. Okay. Donc on se rend compte que notre système 1, dans certaines situations, il apporte des réponses pauvres. Le pied gauche, quand on conduit la voiture automatique, les descents, le fait qu'il y a un mot qu'on n'a pas lu, il a ce fonctionnement qui peut nous induire en erreur. Alors je vous propose quelques illustrations pour comprendre son fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin. Et je vais vous inviter à écouter ce que vous allez vous dire dans votre tête quand je vais vous annoncer ce que je vais vous annoncer par rapport à ce dessin. D'accord? Donc la petite voix dans votre tête, c'est celle qui vient de se dire « Quelle petite voix ?» Ok? Le fond de la case A, ici, le gris du fond de la case A et le gris du fond de la case B, c'est la même nuance de gris. Donc là, la petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non. Non, c'est pas possible. Il se fout de moi, il raconte des bêtises. Ok? Alors, je vais vous montrer que c'est vrai. Mais avant ça, je vous rassure, moi, je les vois toujours de couleurs différentes. C'est normal. Pour vous montrer que c'est vrai, je vais simplement, avec l'artifice de PowerPoint et sans trucage, mettre un cache blanc dans lequel il y a 2 trous, et on ne va plus voir que les 2 cases. Et quand on ne voit plus que les 2 cases, au miracle, on se rend compte que les cases sont effectivement de la même couleur. Si j'enlève le cache, immédiatement, notre système 1 fait la correction. Alors à votre avis, qu'est-ce qui provoque ce phénomène? Alors, est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que quelque chose nous paraît anormal sur le dessin? Il y a l'ombre, effectivement. Il y a l'ombre, et de manière complètement automatique, notre système 1 va identifier la source de lumière comme étant au-dessus à droite. Il y a un objet posé, donc il y a un obstacle qui projette une ombre, et il est normal que tout ce qui apparaît dans l'ombre apparaisse comme étant plus foncé. Ça, c'est le premier élément. Des jeux d'ombre et de lumière, on y est confronté depuis qu'on est arrivé au monde. Et un deuxième phénomène... Pardon? Alors, les lettres, non. Parce que ici, j'ai enlevé les lettres, hein, donc pour rappel, c'est ces 2 cases-là. Et on se rend compte que les lettres n'ont aucune influence. J'ai entendu le damier. Effectivement, de nouveau, un damier, des damiers, on y a été confronté des dizaines de milliers de fois depuis qu'on est né, et du coup, on a immédiatement, automatiquement calculé, notre système a calculé que si cette case-là est foncée, celle-là qui est proche, sans même réfléchir, elle doit être claire. Elle est suffisamment proche pour ne pas devoir avoir de réflexion là, à ce niveau-là. D'accord? Donc on se rend compte que notre système 1, il fait des corrections par rapport aux photons qui arrivent à nos rétines pour que la perception qu'on a de l'image, que la perception qu'on a de la réalité soit conforme à nos attentes. Autre illustration. Quel est le cercle, le disque orange qui vous paraît le plus grand? Évidemment celui de droite, d'accord? Et en fait, ce sont les mêmes. Que se passe-t-il? Nous sommes incapables de nous faire une idée d'une grandeur de manière absolue, sans qu'il y ait un élément de comparaison. Si je vous dis j'ai un grand jardin, ça ne vous donne aucune information. Si vous avez la chance d'avoir 15 mètres carrés en ville, vous allez imaginer que j'ai 3 fois ça. Par contre, si vous avez un jardin qui fait 2 hectares, vous allez vous dire que un village entier. Ok? Autre illustration, liée à la perspective. Donc les trois bonshommes ici, ils ont la même taille. Je n'ai pas prévu de quoi vous le prouver, mais là maintenant vous me croyez à ce stade. Et donc la notion de perspective fait qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus grands. Et ça va même plus loin. Si je vous montre ceci, les 2 lignes ont la même longueur.
Et donc, en fait, il y a une habitude qui a été prise par notre système 1, parce que dans notre environnement, généralement, les lignes que nous voyons de manière verticale correspondent à des longueurs supérieures à ce que nous voyons dans notre champ visuel, alors qu'au niveau de la largeur, généralement, on voit la largeur normale. Quand vous êtes face à une table, la longueur de la table, vous ne la voyez pas de la longueur de la table, parce qu'elle est dans le plan. Et il en découle une transformation systématique des distances verticales par rapport aux distances horizontales. Dans quel sens tourne-t-elle? De gauche à droite? De gauche à droite. Anti-horaire, du coup? Anti-horlogique? Elle a changé de côté. D'accord. Qui la voit tourner dans le sens horlogique? Qui la voit tourner dans le sens anti-horlogique? Mettez-vous d'accord. Alors, on peut la voir tourner dans les deux sens. On appelle ça une image bistable. C'est une image dans laquelle il y a une incertitude, et cette incertitude, comme notre cerveau déteste l'incertitude, rappelez-vous, hein, le rôle principal de notre cerveau, c'est la survie. Qui dit survie, dit anticipation. J'ai besoin d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et donc, quand il y a un élément d'incertitude, on a tendance à le gommer si on est capable de le faire. Et là, face à ce genre d'incertitude, notre système 1 est capable de faire ça comme un grand sans nous poser la question, et il va faire un choix pour nous. Et ce choix, ça va être gauche ou droite. Ici, dans cette position, la danseuse est-elle de face ou de dos? On peut en discuter pendant des heures, et peut-être même qu'à un moment donné, vous allez changer d'avis. Maintenant, je vais vous montrer une autre animation avec 3 danseuses. Et les 2 danseuses qui seront à gauche et à droite ont été colorisées pour leur donner un sens de rotation fixe. Et si vous regardez celle de gauche et puis celle du centre tournera comme celle de gauche que vous venez de quitter. Si vous faites la même chose à droite, celle du centre tournera comme celle de droite. Donc ça nous montre que lorsque nous préparons notre cerveau à percevoir quelque chose d'une certaine manière, si cette chose est compatible avec notre attente, notre système 1 va le transformer pour que ça corresponde à notre attente. Il y a eu des accidents comme ça en aéronautique. Incident, heureusement. C'était un incident dans lequel des pilotes avaient dû faire un calcul assez compliqué au niveau de la quantité de carburant qu'ils allaient emmener pour le vol. Parce que la charge que la compagnie souhaitait mettre à bord de l'avion était un peu trop élevée, la météo à destination n'était pas super bonne, et donc les pilotes auraient voulu emmener plus de carburant. Donc ils ont fait vraiment, ça leur a pris un certain temps d'arriver à calculer la quantité de carburant avec laquelle ils souhaitaient partir, et donc ils avaient ça bien dans la tête. Et puis le pétrolier est arrivé à l'avion, le camion pour faire le plein, et il est monté à bord de l'avion, il a demandé « Vous voulez combien ?» Ils lui ont dit, et puis il est redescendu. Et puis il a eu un problème avec son camion. Et donc il est parti chercher un autre camion. Et les pilotes, à un moment donné, tiens, le pétrolier n'est plus là, les pleins sont terminés. C'était dans les années 90. Alors il y a toute une série de procédures qui ont été mises en place depuis lors. Et donc ils ont décollé, ils ont fait leur checklist, et lorsqu'ils ont fait la checklist, au moment de vérifier la quantité de carburant à bord, ils ont donné comme réponse la quantité qu'ils auraient souhaité, plutôt que la quantité qui était à bord. Tellement ils étaient conditionnés à avoir cette quantité-là. Ils ont décollé, à un moment donné, heureusement c'était au-dessus de l'Europe, il y a toute une série d'alarmes qui sont allumées, faible quantité de carburant, et donc ils ont pu se poser sur un aéroport environnant. Et donc notre cerveau est capable de nous faire croire qu'il va faire correspondre la réalité à nos attentes. Alors, je vous propose un autre petit exercice pour illustrer ça.
Donc, je vais vous demander la couleur dominante des éléments que je vais afficher à l'écran. D'accord? Quelle est la couleur du nuage? Dites-le à haute voix. Hein. La couleur du coton? La couleur de la neige? La couleur de l'assiette? La couleur des œufs? Que boit la vache? Qui a dit du lait? Donc de nouveau, quand on prépare notre cerveau à quelque chose, il a tendance à embrayer. Okay? Une autre petite illustration. Qui connaît ceci? Qui a déjà dansé des slow langoureux là-dessus, dans sa jeunesse? Ok. Maintenant, on va s'imaginer qu'il chante autre chose. On va s'imaginer qu'il chante ça. Et on va avoir cette phrase devant nous en écoutant la chanson, en écoutant la même phrase. Donc de nouveau, si la situation est suffisamment proche de nos attentes, notre cerveau est capable de faire la transformation de la réalité. Okay? Et puis un dernier élément par rapport au système 1, c'est, il est parfaitement décrit dans ce film d'anthologie. Serge. Hop. À mon beau-fils, il faut changer l'eau du crocodile, c'est une infection. Ah, je sens rien, moi. Non, pourtant j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Donc ça, c'est un fonctionnement caractéristique du système 1. La routine. On fait comme on a toujours fait. Même quand, dans certaines situations, ça ne fonctionne pas. Moi, parfois, j'accompagne des équipes dans des environnements professionnels. Et quand j'entends en réunion, oui, mais historiquement, je sais que c'est le système 1 qui s'active. On a l'habitude de faire comme ça. Oui, mais vous me faites venir, ça veut dire que ça ne marche pas. Le changement est difficile. Et pour pouvoir changer, pour pouvoir envisager le changement, on va s'intéresser maintenant au système 2. Alors je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit 2 fois, le système 1 est super efficace. Il y a juste que dans certaines situations, il va nous amener à commettre des erreurs. Alors le système 2, il est lent et il est énergivore. Donc, étant donné que nous sommes des animaux feignants, un de nos objectifs c'est d'en faire le moins possible, on va confier un maximum de choses à notre système 1. Ses propriétés, c'est d'abord la capacité d'abstraction, c'est-à-dire la capacité de se souvenir avec précision de certains événements, certaines situations qu'on a vécues, mais aussi, du coup, d'anticiper, de se projeter avec la même réalité, le même réalisme, dans des situations qu'on n'a pas encore vécues. Vous êtes capable, si je vous en donne le temps, de visualiser la manière dont vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Vous allez peut-être même être capable d'entendre certains sons liés au fait de rentrer chez vous. Peut-être certains éléments kinesthésiques de vibration par rapport à votre voiture, la chaleur du volant ou le froid du volant, la manière dont vous allez démarrer la voiture, etc. Tout ça, vous êtes capable de vous projeter dans une situation qui n'a encore jamais eu lieu. Alors, on l'utilise énormément en aéronautique pour préparer les choses. On fait des briefings, on va envisager le scénario catastrophe pour mettre en place un plan B. A priori, comme ça, il n'y a plus besoin d'y réfléchir si dans les situations très dynamiques. Mais par contre, on est aussi très très fort pour se faire des films. Ça fait 3 fois que je l'appelle, elle ne me répond pas. C'est quand même étonnant, ça fait 2 fois qu'elle rentre en retard. Il se passe un truc. Et du coup, je me fais un film, je suis capable d'aller très très loin dans mon film, au point que ça va avoir un impact sur mon comportement, et que ça va avoir un impact sur la relation que je vais avoir avec la personne une fois qu'elle va rentrer. Ok ? Ça, c'est notre système 2 qui est capable de le faire. Donc, le côté anticipation, très bien, mais méfiance, parfois on se fait des films. Ensuite, c'est lui qui est capable de raisonnement, d'analyse. C'est lui qui va décider de caler le pied dans le coin pour éviter de nouveau aller débrayer dans la voiture automatique. C'est lui qui va être responsable de nos apprentissages. Et c'est lui qui va
nous permettre de réfléchir à la résolution de certains problèmes. Par exemple, celui-là. Donc, vous avez 4 cartes devant vous. Elles sont imprimées recto verso. D'accord ? Vous avez quelque chose imprimé sur les deux faces. Et il y a une règle qui dit que si une carte a une voyelle au recto, elle a un nombre pair au verso. Donc c'est relativement simple. Vous pouvez retourner 2 cartes pour vérifier la règle. Quelle carte décidez-vous de retourner ? Alors, qui se lance ? Alors, 4 et E ? Qui dit E et 4 ? N'importe lequel. Non, pas n'importe lesquels. Il y en a 2. Ouais. Alors, donc là, 4. Alors, E, c'est évident. Pourquoi E ? Parce que si on a une voyelle au recto, on doit avoir un nombre pair au verso. Donc, on doit vérifier le E. Si on a un nombre impair, la règle n'est pas vérifiée. Mais par contre, si on a une consonne derrière le 4, est-ce que la règle est non vérifiée, est invalidée ? Non. Par contre, si on a une voyelle derrière le 7, la règle est invalidée. OK ? Donc, on se rend compte que notre système 2, même quand il est dans une phase de réflexion, il est influencé par le système 1. Là, il y a un biais qui s'est invité, un biais de disponibilité par rapport au fait qu'on vous parle de voyelles et on vous parle de nombres pairs. Et donc, spontanément, vous allez vous diriger vers la voyelle et le nombre pair. Donc, même quand on est dans une réflexion et qu'on implique le système 2, on se rend compte que notre système 1 va venir nous biaiser. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans tous les biais. Des biais, il y en a 189 qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique, et on en est tous victimes au quotidien. Et c'est manifestement quelque chose qui nous a servi aussi à arriver jusqu'ici, à survivre jusqu'aujourd'hui. Et ils sont toujours actifs. Une autre propriété du système 2, elle a été démontrée par un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene en 1994. En fait, il a confronté des participants à un test qui consistait à avoir un bouton dans chaque main, devant un écran d'ordinateur. Sur cet écran d'ordinateur apparaissaient en séquence rapide des chiffres entre 1 et 4 ou entre 6 et 9. Et ils étaient équipés d'un électroencéphalogramme à haute résolution. Et donc, si le chiffre était en dessous de 5, il fallait appuyer sur le bouton dans la main gauche. Si le chiffre était supérieur à 5, il fallait appuyer sur le bouton dans la main droite. Et ce dont il s'est rendu compte, parce que moi j'ai été confronté à des tests comme ça pour devenir pilote. On appelle ça les tests psychotechniques. Au début, on est concentré, ça marche bien, puis à un moment donné, on lâche le truc. Et la difficulté, ce qui est mesuré réellement, c'est la capacité à se remobiliser pour de nouveau réussir. Et donc, ce que Stanislas Dehaene a mis en évidence, c'est qu'il y a une forte activation du lobe préfrontal lorsqu'une erreur est commise. Et donc, il a émis l'hypothèse que le système 2 était lié à la détection d'erreurs. Il y a eu d'autres travaux qui ont été menés par un médecin et thérapeute français qui s'appelle Jacques Fradin. Il en a d'ailleurs fait un bouquin, L'intelligence du stress. Selon lui, notre système 2 est en permanence en train de surveiller notre système 1. Et lorsque notre système 2 détecte que notre système 1 commet une erreur, il envoie un petit signal, mais il n'a pas de ligne directe. Et il envoie un petit signal qui s'apparente à un signal de stress. Très léger. Les moins moites, une petite boule au ventre. Ça va dépendre des gens, parce qu'on a tous la séquence dans laquelle on développe ces signaux de stress en situation stressante est individuelle. Et donc, c'est un élément également auquel on est formé en aéronautique. On appelle ça le signal faible. Le signal faible, vous avez tous été confrontés à ça un jour dans votre vie, c'est de vous dire dans une situation, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi, je ne le sens pas. Et en fait, si on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation, dans 85% des cas, selon les études, il y a effectivement quelque chose qu'on n'a pas identifié, mais qui n'est pas conforme dans la situation. Un paramètre, un élément, quel qu'il soit. Et ça nécessite de prendre un peu de recul pour l'identifier. Maintenant, lorsque vous êtes jeune copilote et que vous êtes à côté d'un commandant de bord hyper expérimenté, peut-être instructeur, et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'à côté de vous, vous regardez et que lui, il a l'air complètement dans son élément, le risque, c'est quoi ? Je vais me taire parce que je n'ai pas envie de passer pour un imbécile. Lui, il doit savoir.
Eh bien, c'est précisément dans ces situations-là qu'on encourage et qu'on forme nos collègues à s'exprimer sans réfléchir. Dès qu'on commence à réfléchir, on va trouver toutes les bonnes raisons de ne pas partager ce sentiment, parce que c'est complètement diffus. Je suis incapable de dire à ce stade ce qui provoque cette sensation. Mais par contre, le fait de l'évoquer sans réfléchir, si mon collègue y a été formé également, il va dire « Ok, on s'arrête, on prend 30 secondes pour vérifier les paramètres essentiels de la situation. » Donc, le système 2, capacité d'abstraction mais méfiance, il peut nous amener à nous faire des films. Raisonnement mais méfiance parce qu'il est quand même biaisé par le système 1 et il est quand même en surveillance du système 1. Okay ? Et donc, on en est là. Cette métaphore de l'éléphant et du cornac, le petit bonhomme sur son cou, elle vient de Richard Thaler qui a publié le bouquin Nudge. Nudger, to nudge en anglais, c'est inciter, inciter de manière inconsciente. Et la première expérience de nudging que Richard Thaler a fait, c'était à l'aéroport de Schiphol, en 2001. Il avait eu l'idée de peindre des mouches dans les urinoirs, dans les toilettes des hommes. Et ils se sont rendus compte que le sol était beaucoup plus propre. Parce que, mesdames, lorsqu'il y a quelque chose de peint dans l'urinoir, nous visons. Et je suis passé récemment à Schiphol, maintenant ils ont mis des petits drapeaux de golf. D'accord ? Et cette théorie du nudging, en fait, l'idée c'est d'amener le système 1, de nous amener au travers du système 1 à faire quelque chose de manière complètement automatique. C'est beaucoup plus efficace de coller la photo d'une main sur une rampe d'escalier que d'écrire « tenez la rampe ». Ça, c'est le nudging. Et donc, lui a eu cette idée, tiens, mais l'éléphant, le système 1, on va le comparer à un éléphant, il est capable de faire plein de choses de manière fluide, de manière robuste, mais si on veut qu'il aille déposer un tronc d'arbre particulier et le mettre ailleurs, il va falloir que le système 2, le cornac, le guide. Et ce n'est pas fini. Je vais vous demander maintenant, vous allez avoir des mots qui vont apparaître à l'écran. Et je vais vous demander de dire tous ensemble la couleur dans laquelle est écrit le mot. Est écrite le mot. D'accord ? Vous êtes prêts ? Je sens une petite hésitation quand même à chaque fois. Il va falloir revoir un peu les couleurs. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas capable de ne pas lire un mot qu'on comprend. Et donc ici, je vous demande de bloquer cette information qui vous est donnée par le système 1 de manière complètement automatique pour me dire la couleur dans laquelle le mot est écrit. Alors, en 1968, il y a un psychologue américain qui s'appelait Walter Mischel qui a eu l'idée de faire une expérience, d'abord avec ses 3 filles. Il était à Stanford, il s'est dit, tiens, je vais faire une petite expérience comportementale avec mes 3 filles. Je vais les installer dans une pièce dans laquelle je vais mettre une table, une chaise, et sur la table, une assiette avec un chamallow. Je simplifie un peu les choses. Hein. Et je vais leur dire que je reviens un quart d'heure plus tard. Et si un quart d'heure plus tard, quand je reviens, elles n'ont pas mangé le chamallow, je leur en donne un deuxième. Je leur aurais dit avant, bien sûr. Si, quand je reviens, tu ne l'as pas mangé, tu en auras un deuxième. Par contre, si tu l'as mangé, tu n'en auras pas d'autre. Et puis, il a réalisé cette expérience après avec plus de 500 élèves dans la région, des copains, copines de ses filles. Et cette expérience, elle a été reproduite des milliers de fois. Je vous propose de voir ici une petite... alors j'ai fait des extraits d'une vidéo, d'une reproduction de cette expérience. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Alors, en quoi cette expérience est-elle importante? Walter Mischel, il a questionné ses filles au jour le jour. Tiens, que devient machin, qui était dans ta classe, qui a participé à l'expérience? Et puis, à un moment donné, il a commencé à avoir une intuition. Et il a décidé, quelques années plus tard, de rassembler tous les enfants. Et il a décidé par la suite de les suivre de 10 ans, tous ceux qu'il avait réussi à retrouver. Et il s'est rendu compte que les enfants, qu'il y avait un haut degré de corrélation entre le fait d'avoir réussi à résister à manger le chamallow et la réussite scolaire, sociale, professionnelle, familiale et l'état de santé. À votre avis, pourquoi? La volonté. Exactement. La volonté. Et la volonté, ce n'est pas un truc qui est donné à tout le monde. Par contre, c'est quelque chose dont on est équipé dès la naissance. Donc c'est sympa. On est équipé de la capacité de volonté, mais elle n'est pas développée de la même manière chez tout le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Je vais vous donner 2-3 trucs pour réussir à la développer. Mais donc, l'idée, c'est que quand je rentre à la maison après l'école et que je vois la télé et que j'ai des devoirs à faire, je vais d'abord faire mes devoirs et puis je vais aller regarder la télé. Si j'ai pas des parents qui sont là pour cadrer les choses. Si j'ai faim, je suis en voiture, j'ai faim, là, et puis je passe devant le McDo, drive, je me fais un drive, non, allez, je passe et j'irai manger quelque chose de plus sain à la maison. Tout ça, ça va avoir un impact sur la santé, la réussite, etc. Alors je vous disais qu'on en est équipé, de la capacité de développer notre volonté très tôt. En fait, très tôt, quand on est enfant, aux alentours d'1 an, j'ai plus le nombre de mois exact, mais c'est 12-14 mois, cette chaise dans cette position, ou dans cette position, je comprends que c'est la même chaise. D'accord? On appelle ça la permanence de l'objet dans l'espace. Et puis, quelques années plus tard, vers l'âge de 5 ans, une fois que j'ai bien assimilé cette règle, que mon système 1 il est super affûté par rapport à ça, on va me confronter à cette réalité-ci. C'est le fait que ceci, ceci, ceci et ceci, ce sont 4 objets différents. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai une fille qui a 7 ans, alors maintenant elle a passé cette étape-là, quoique elle m'a fait une petite erreur l'autre soir, je disais tiens, c'est pas encore complètement passé, et il y a, on y viendra plus tard, hein, il y a certaines situations dans lesquelles notre système 2 il est moins présent, mais c'est la raison pour laquelle les enfants ont tellement de mal et qu'ils mélangent les B, les P, les P, les Q, les B et les D, pardon, on a même les A et les E, parce qu'un A c'est quelque part un E qui a été retourné quand ils sont imprimés. Et donc, de manière récurrente, de manière répétitive pendant notre éducation, nous sommes confrontés à une situation comme celle-ci. Je vous donne un exemple, mais il y en a d'autres qui ont été répertoriés par un chercheur de la Sorbonne, qui était instituteur en Belgique il y a des années, et qui s'appelle Olivier Houdet. Et donc nous sommes confrontés au fur et à mesure de notre éducation à plusieurs situations dans lesquelles nous devons abandonner, oublier une règle que nous avions bien assimilée pour en créer une autre, mais sans complètement abandonner l'autre, parce que la permanence de l'objet dans l'espace, ça existe toujours. Mais nous devons en créer une nouvelle et la juxtaposer. D'accord ? Il y a un autre exemple, c'est que si on demande à un enfant, on le met face à des objets qui sont répartis comme ceci, et on demande dans quelle ligne y a-t-il le plus d'objets. Et il y a un âge où systématiquement l'enfant répond celle-là. Parce qu'en fait, il y a un amalgame entre la longueur et le nombre. Et à un moment donné, on passe au-delà de ça aussi. Donc nous avons tous la capacité
de désapprendre pour apprendre de nouvelles choses. Nous sommes équipés de cela. Et c'est là que, jamais 203, je vous propose l'introduction du système 3. Le système 3, c'est une appellation qui vient précisément d'Olivier Houdet, que j'ai évoqué. Et donc, l'idée, c'est que le système 3, c'est la capacité d'inhibition de la réaction automatique et intuitive du système 1. La plupart du temps, le système 1 fonctionne très très bien, il faut surtout le laisser faire, mais il y a certaines situations dans lesquelles ce n'est pas approprié parce que le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes, et donc c'est dans ce genre de situation qu'il faut permettre au système 3 d'activer le système 2. Et ce système 3, c'est la capacité de volonté. Alors je vous disais, on est tous inégaux par rapport à notre capacité de volonté. Il y a certains domaines dans lesquels on en a plus que d'autres, au niveau individuel. Il y a un autre psychologue américain qui s'appelle Will Baumeister, qui a écrit un bouquin Willpower, donc la capacité de volonté, et il propose quelques pratiques simples pour développer cette capacité de volonté. La première, c'est s'exposer soi-même au test du chamallow. On a tous notre péché mignon, et donc moi c'est du chocolat noir 85%. Régulièrement j'en mets dans le cockpit, et puis je me dis j'y touche pas pendant 2-3 heures. Enfin, je me mets un temps bien défini, j'y touche pas pendant 3 heures, mettons. Et donc de temps en temps, mon attention passe dessus. Non, mais on attend encore un peu. Ça a démontré, parce que tout ça se mesure après en imagerie fonctionnelle, au niveau imagerie fonctionnelle cérébrale, ça permet de démontrer le développement, le renforcement d'un faisceau de neurones qui va du préfrontal au striatum, qui s'appelle le faisceau frontostriatal. Donc, s'exposer soi-même au test du chamallow. Utiliser sa main non dominante pour réaliser des gestes de la vie quotidienne. Ouvrir une porte, boire son café, etc. Se forcer à ne pas utiliser un certain type de vocabulaire qu'on a tendance à utiliser quand on est avec des copains en train de boire un verre. Et que propose-t-il d'autre? Ah oui, quand on se rend compte qu'on est avachi sur sa chaise, redresser sa posture. Ce sont toutes des choses qu'on n'a pas tendance à faire, mais le fait de se forcer à le faire régulièrement entraîne notre cerveau à faire différemment et renforce cette capacité de volonté. Alors, je vous indique ici, parce que si vous avez des jeunes enfants ou des petits-enfants, c'est hyper intéressant, et notamment ce coffret, j'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Ce coffret, je l'ai acheté pour mes enfants, c'est vraiment très sympa parce qu'il y a des règles du jeu qui changent, et ça va provoquer le développement de la capacité d'inhibition. Ça va renforcer le système 3. Donc on en est là. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Le système 1, la plupart du temps, plus de 99% du temps, il faut le laisser faire, il sait faire. Le système 2, quand c'est nécessaire, soit de se préparer, soit de réfléchir, soit, et ça se fait de manière automatique, mais il faut qu'il soit là pour surveiller le système 1, et puis alors on a ce fameux système 3 qui va être fondamental pour la suite. Mais avant ça, qui est volontaire pour lire la phrase? Du haut, bien sûr. Allez. Ok, notre cerveau fait des inférences pour présenter ce qui semble le plus probable. Est-ce que tout le monde avait le mot inférence? Ok. C'est normal, c'est voulu. La raison pour laquelle vous êtes capable de lire cette phrase, c'est que ces mots, les mots qui se cachent derrière, vous les connaissez, vous y êtes souvent confrontés. Et inférence, c'est quand même un mot qu'on ne rencontre pas souvent. Et pourtant, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Une inférence, c'est une probabilité inverse, c'est une déduction. On appelle ça en langage mathématique des probabilités bayésiennes. Une probabilité simple, je vous tends un sac et je vous dis il y a 75% de boules rouges et 25% de boules blanches dans le sac, vous vous attendez à tirer 3 boules rouges et une boule blanche en moyenne si je vous demande de tirer 4 boules. Par contre, si je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le sac et que vous tirez 3 boules rouges et une boule blanche, vous allez en inférer, en déduire qu'il y a probablement une proportion de 75% de boules rouges, 25% de boules blanches. Notre cerveau fonctionne comme ça en permanence. D'ailleurs, ce mot-là, qui apparaît en rouge là, hors du contexte, hors de la phrase, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Sombre.
Comment se fait-il que quand vous l'avez lu, ce mot ne vous est pas venu à l'esprit? Parce que dans le contexte, ça n'a pas de sens. Et donc, notre système 1 l'a automatiquement mis sur le côté. Alors, il y a certaines situations dans lesquelles l'éléphant se trouve livré à lui-même. Si l'éléphant se retrouve livré à lui-même, on n'a plus de système 2, on n'a plus de système 3. Donc on n'est plus capable de réfléchir, ou beaucoup moins, parce que ce n'est pas du on-off, hein, mais on peut arriver à être dans certaines situations, à être en incapacité complète de réfléchir, et on a cette surveillance du système 1 et cette inhibition du système 1 qui sont absents également. Quels sont, selon vous, les états physiologiques ou psychologiques dans lesquels notre système 1 est livré à lui-même? Le stress. La peur qui va générer du stress. La fatigue, l'ivresse, donc tout ce qui est médicaments, alcool, drogue. La fatigue et la maladie vont avoir un impact sur la disponibilité de notre système 2 et 3. Quoi d'autre? La faim, l'inconfort en général parce qu'il y a un niveau de stress qui va augmenter. L'inconnu, ça va aussi être lié au stress. Stress. On a tout ce qui est inconfort. Par exemple, il y a des environnements de travail dans lesquels, si j'ai besoin d'aller me soulager, ça nécessite d'enlever tout un équipement, d'aller aux toilettes et puis de me rééquiper. Et donc, ça peut rapidement prendre une demi-heure dans certains cas. Ou alors, dans un avion, il est écrit dans notre réglementation que sous 20 000 pieds, sous 6 000 mètres, tous les pilotes doivent être au cockpit. Et donc, entre le moment où l'avion roule au sol jusqu'à décoller et passer 6 000 mètres, il peut se passer une bonne dizaine de minutes. Et c'est la même chose en approche. Donc on descend, on passe en dessous de 6 000 mètres, 20 000 pieds, tout le monde doit être au cockpit. Et là, généralement, c'est plus long. Donc il est hors de question de sortir du cockpit pour aller se soulager à ce moment-là. Donc il faut anticiper. Eh bien, j'ai eu plusieurs témoignages dans différents environnements professionnels, dont des cockpits, où des pilotes ou des professionnels avaient été tellement incommodés par le fait de ne pas être allés soulager qu'ils avaient complètement perdu toute notion de la réalité. Tellement la douleur était forte. Je pense aussi au bloc opératoire, aux centrales nucléaires. Il y a toute une série d'environnements dans lesquels on ne peut pas facilement aller se soulager. La faim, la soif. Quand on est en hypoglycémie, quand on est déshydraté, on a aussi un système 2, système 3 qui sont moins disponibles. Et enfin, on a les émotions qui sont mal gérées, parce que on a les émotions à caractère négatif qu'on appellera désagréables dans un instant, mais les émotions désagréables ou les émotions agréables, est-ce que lorsqu'on est sujet à une euphorie, on est capable de prendre une mauvaise décision? Donc en fait, une émotion mal gérée va avoir un impact sur la disponibilité du système 2, système 3. Et enfin, l'ego, l'image sociale, ce qu'on va penser de moi. On est capable de faire certaines choses complètement débiles, juste pour se donner l'impression que l'autre pense quelque chose de positif de nous. Alors, on a parlé de quoi? On a parlé système 1, système 2, système 3. Je vous ai dit que c'était un modèle, je vais utiliser celui-là. Je vous ai dit que c'était un modèle, donc c'est une simplification. C'est plus complexe que ce qu'on a vu. Le fonctionnement, il est essentiellement automatique. Et il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé en détail, c'est les émotions. Et donc, ma première question va être, qu'est-ce qu'une émotion? Pardon? Un ressenti, ok. D'accord. Une? Alors, est-ce qu'une émotion est une réaction? D'accord. Je proposerai l'inverse dans un instant. Un sentiment. Alors, quelles sont les 4 émotions de base? Et la tristesse. Ok. Quel est le rôle d'une émotion? J'ai entendu un lien avec une réaction, mais que la réaction provoque l'émotion. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre idée?
Passer à l'action. OK. On a la notion de motion dans l'émotion. Donc il y a une forme de... Ça nous amène à passer à l'action. D'accord? Qui parmi vous estime qu'il a eu un accompagnement, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre éducatif, un accompagnement lui permettant d'avoir une bonne gestion de ses émotions, une bonne compréhension de ses émotions? Nous avons un candidat. Donc, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on entendait comme les hommes quand on était petit garçon? Petit garçon, ça ne pleure pas. Et les femmes, qu'est-ce qu'on vous en disait quand vous étiez petite fille? Pardon? C'est pas beau de se mettre en colère. D'accord. Ok. Donc, on a tous été confrontés à ce genre de situation. Et je vous propose 2 petites mises en situation pour illustrer ça. J'ai 5 ans. Guillaume, on mange. Je descends, je vais dans la cuisine. Et puis là, dans mon assiette, qu'est-ce que je vois? Du jambon, de la purée et des choux de Bruxelles. Mais ils n'en sont pas à leur premier essai. Mon système 1 a déjà un peu capté le truc. Donc, je vais manger les aliments dans l'ordre de préférence. Je commence par le jambon. Ensuite, j'attaque la purée. Et puis, je dis, j'ai fini. Non, non, tu vas manger tes choux de Bruxelles. Ils me l'ont déjà faite, celle-là. Non, je ne mangerai pas mes choux de Bruxelles. Par contre, je veux bien encore un peu de purée et de jambon, s'il y en a. Tu en auras si tu manges tes choux de Bruxelles. Je ne mangerai pas mes choux de Bruxelles. Et puis, ce jour-là, je me rends compte qu'ils sont insistants. Ils insistent, ils insistent, ils insistent, et là, je commence à sentir une énergie qui monte à l'intérieur de moi, quelque chose, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais je sens que ça commence à bouillir, et puis à un moment donné, je prends cette assiette, je la pousse au travers de la table, elle atterrit par terre, elle éclate en 1000 morceaux, les choux de Bruxelles sont répartis sur le sol de la cuisine. Je suis surpris, et là, j'entends « File dans ta chambre, on ne se comporte pas comme ça dans cette maison, tu redescendras quand tu seras calme et tu n'auras pas de dessert. » Je file dans ma chambre, je rentre dans ma chambre. Là, il y a mon dernier Lego que je viens de construire. Je l'ai reçu il y a 3 semaines, j'en suis super fier. Je l'attrape, je l'éclate par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toute cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi, que je ne contrôle pas? Puis petit à petit, ça redescend, ça redescend, ça redescend. On m'a parlé de dessert tout à l'heure, il me semble. Et je redescends, tout va bien. C'est quoi le dessert? Quel est le message qu'on m'a donné par rapport aux émotions dans cet événement? Qu'elles ne sont pas les bienvenues. Exactement. Quand tu ressens ça à l'intérieur de toi, tu n'es pas le bienvenu en société. Donc, à l'écart. Et puis, un autre jour, je suis dans la cuisine, mes parents sont en train de faire la vaisselle, je suis en train de nonchalamment dessiner sur un morceau de papier, et puis j'entends « samedi, cirque, samedi, cirque ». Samedi, cirque. Samedi, on va au cirque, mais c'est génial! Et puis là, il y a une cuillère en bois qui traîne, une casserole, je les attrape, je commence à faire du tambour. Oh, oh, oh! On va se calmer tout de suite, on s'entend plus parler ici. Allez, file dans ta chambre. Ah bon? Donc quand je ressens un truc à l'intérieur qui est beaucoup plus agréable que l'autre, c'est pas non plus bienvenu en société. Et donc, avec les années, les émotions, je les fous sous le tapis. Jusqu'au jour où, il y a une 12aine d'années, je me rends compte au travers de rencontres, de discussions, d'échanges avec certaines personnes beaucoup plus compétentes que moi dans ce domaine-là, que peut-être que je loupe un truc là. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Et je me suis rendu compte que j'étais un incompétent émotionnel complet, rationnel, cartésien, ingénieur, pilote de ligne, mais que je passais à côté de toute une série de choses et que finalement, ça me compliquait plus la vie que ça ne me la simplifiait. Et ce que je vais vous proposer, c'est un schéma très simple, de manière à comprendre c'est quoi une émotion, à quoi ça sert. Alors, on est confronté, de manière générique, en permanence à une situation, à des situations. Toute la journée, on vit des situations. On ressent en moyenne 2000 émotions par jour. Et la plupart du temps, c'est complètement inconscient. Et de temps en temps, c'est un peu plus vif parce que les choux de Bruxelles, c'est un truc que j'aime vraiment pas, et donc je la ressens vraiment. Et chaque situation provoque une émotion, un ressenti.
D'accord? Et on a dit que les émotions, les ressentis pouvaient être agréables, la joie, tout ce qui se rapporte à la joie, ou désagréables, la peur, la colère, la tristesse. Qu'est-ce qui fait que dans la situation, mon émotion, mon ressenti est agréable ou désagréable? Quand je peux exprimer, c'est plus agréable. OK? Dans le mille. Alors ça, c'est un truc aussi, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, c'est quoi? En permanence, chaque situation, on la passe au filtre de nos besoins, de nos valeurs, de nos croyances aussi. Et donc, si dans la situation, mes besoins, mes valeurs sont satisfaits, l'émotion, le ressenti, le résultat est agréable. Ou neutre. Et la plupart du temps, c'est complètement transparent. Je ne m'en rends pas compte. Par contre, si dans la situation, mes besoins, mes valeurs ne sont pas satisfaits, l'émotion, le ressenti est désagréable. S'ensuit, à quoi sert-elle cette émotion? On en a parlé tout à l'heure, à mettre en mouvement. S'ensuit une réaction dont l'objectif est d'influer sur la situation. Et donc si dans la situation, mes besoins, mes valeurs sont satisfaits, mon objectif, j'ai un ressenti agréable, mon objectif, c'est de maintenir la situation en l'état. Par contre, si dans la situation, mes besoins, mes valeurs ne sont pas satisfaits, l'émotion, le ressenti est désagréable, et l'objectif de la réaction, c'est de transformer la situation pour qu'elle satisfasse mes besoins, mes valeurs, pour que l'émotion, le ressenti devienne agréable. On est là-dedans du matin au soir, du jour où on est arrivé sur cette planète jusqu'au jour où on pousse notre dernier souffle. On est là-dedans en permanence. D'accord? Exemple concret. Quand on est arrivé sur cette planète, ma couche est pleine. Ça fait un petit moment qu'elle est pleine. Ça pique, ressenti physiologique désagréable. Qu'est-ce que je fais? Je pleure. En quoi j'influence la situation? On vient de changer. Du coup, mon besoin de confort est satisfait, le ressenti est agréable, j'arrête de pleurer. D'accord? Je suis sur la route, dans ma voiture, en train de conduire, et quelqu'un vient, de manière un peu brusque, se positionner devant moi. On appelle ça une queue de poisson, mais j'essaie de rester le plus factuel possible. Ça, c'est la situation. Comment je me sens? Alors ça va dépendre, hein, mais... Colère? Allez, colère. Pourquoi? Parce que éventuellement... Et donc mon besoin de sécurité, on va dire, okay, ou mon besoin d'équité n'a pas été satisfait, mon besoin de respect n'a pas été satisfait. Qu'est-ce que je fais? Il est devant, hein, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ça, c'est pour celui qui colle. Madame dit « je freine brusquement », mais ça, c'est pour celui qui colle un peu trop. Je klaxonne. C'est tout? J'ai un jury. Ben, il n'entend rien. Je redépasse. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la situation? Ça risque de dégénérer. D'accord? Et on est bien d'accord que dans notre éducation, généralement, je me sens agressé, j'ai tendance à agresser en retour, parce que c'est un peu comme ça qu'on est éduqué, malgré nous. Eh bien, la réaction, souvenez-vous, système 1, système 2, système 3. La réaction, c'est qui? C'est le système 1. D'accord? Action. Je refais comme j'ai toujours agi. Et quand on est confronté à une situation de ce style, eh bien, malheureusement, ça peut dégénérer. Et la difficulté, c'est comment puis-je bloquer cette réaction pour me comporter autrement? Tiens, mais on a vu quelque chose tout à l'heure qui pouvait bloquer le système 1. Le système 3. Donc tout l'enjeu va consister à réussir à bloquer cette réaction de manière à pouvoir apporter une réponse appropriée à la situation en fonction de l'objectif que je me fixe. Et la réponse, elle va être élaborée par
Le système 2. Il y a un alors, c'est très simple, hein. De manière schématique, c'est très simple. La mise en œuvre, on va en parler dans un instant, c'est généralement plus compliqué. Mais il y a un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Viktor Frankl, et qui s'imaginait, pendant qu'il était torturé, raconter à ses étudiants, à la sortie de la guerre, la manière dont il avait réussi à survivre. Et lui a dit, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que se situe notre capacité de faire le choix de la manière dont nous allons répondre à la situation. C'est un peu trop long, il a dit en moins de mots, mais en gros il a dit ça. Et dans ce choix se trouve notre grandeur et notre liberté. Parce qu'en fait, tant qu'on est là-dedans, on est un peu victime de nous-mêmes. Lorsqu'on commence à réussir à bloquer la réaction, on commence à reprendre le contrôle. Et on commence à faire, on se donne la possibilité de faire le choix de la réponse qu'on va apporter. Ok ? Alors, j'en profite aussi pour rappeler quelque chose de fondamental. Ce cycle, je suis dedans, vous êtes dedans, chacun individuellement, et quand quelqu'un me fait une queue de poisson et que je ressens de la colère, c'est ma colère. C'est pas lui qui me met en colère, c'est moi qui me mets en colère, parce que la situation ne répond pas à mes besoins, à mes valeurs. Or, dans notre éducation, de nouveau, c'est « oui, mais lui, il m'énerve ». Non, 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 il ne t'énerve pas. Lui, il a juste dit quelque chose. Et ce quelque chose est allé déclencher chez toi quelque chose, un élément qui fait que ça est venu chatouiller un de tes besoins et de tes valeurs, et du coup, tu t'es, tout seul, comme un grand, énervé. Et tout seul, tu as eu cette réaction inappropriée. Ok ? Dans le vocabulaire qu'on utilise au quotidien, que ce soit entre nous ou avec les plus jeunes, je nous invite à veiller à utiliser, à endosser la responsabilité de nos émotions et à inviter les autres à endosser la responsabilité de leurs émotions. Alors, ceci, c'est quelque chose, comme je vous le disais, qui est simple à comprendre. Schématiquement, c'est simple à comprendre. Okay ? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Thomas d'Anzembourg. J'ai fait des séminaires chez lui et il y a 15 jours, j'étais chez lui pour tourner une vidéo pour le boulot, parce que l'année prochaine, au boulot, on présente ça aux collègues. On continue d'avancer dans la capacité individuelle d'apporter des réponses appropriées à des situations, parce qu'aujourd'hui, la population pilote et personnel navigant commercial est prête à aller dans cette direction-là. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et nous lui avons demandé de présenter ce schéma de cette manière-là, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent Thomas d'Anzembourg, vous connaissez sans doute la communication non violente, on la retrouve complètement là-dedans. C'est vraiment un schéma qui est, entre guillemets, universel. Aujourd'hui, si vous analysez n'importe quelle situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en difficulté, quelle que soit la teneur de cette difficulté, vous pourrez aller réfléchir à « tiens, mais à quel moment ça a commencé à déraper? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» D'accord? Donc c'est un outil qui est super puissant, mais super puissant à partir du moment où vous décidez de l'utiliser. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous. Tout ce que je peux vous faire, c'est vous amener à certaines prises de conscience. J'espère que ça a déjà été le cas jusque-là, et j'ai encore un dernier sujet à aborder avant de clôturer. Et une fois que cette prise de conscience est là, la responsabilité, c'est la vôtre. Si vous décidez de vouloir changer les choses pour vous-même et pour les autres autour de vous, ou bien juste, vous savez, c'est de la connaissance, mais ça en restera là. Moi, je peux vous dire, témoignage personnel, j'étais cartésien rationnel, j'ai déjà dit, j'étais un peu trop exigeant, voire intransigeant avec les gens autour de moi. J'étais très égocentré. Et le fait de découvrir toutes ces choses-là, de prendre un peu de recul, d'essayer de comprendre ce qui avait provoqué, ce que j'avais provoqué chez l'autre, ce que le comportement des autres provoquait chez moi, ça m'a
grandement faciliter la vie. Dernier sujet, et tout à fait en lien avec ceci, c'est ce qui s'appelle l'échelle d'évaluation des modes mentaux. Tout à l'heure, j'ai déjà évoqué Jacques Fradin, médecin et thérapeute français qui a écrit L'intelligence du stress, c'est-à-dire le fait que notre système 2 surveille notre système 1 et nous envoie un petit signal de stress quand il se rend compte que le système 1 commet une erreur. Eh bien, Jacques Fradin propose l'échelle d'évaluation des modes mentaux. Alors, lui n'utilise pas l'appellation mode système 1, système 2, mais mode adaptatif pour le système 2 et mode automatique pour le système 1. C'est exactement la même chose. Il a identifié des comportements spécifiques, des postures spécifiques relatifs à chacun des deux systèmes. En système 1, on est en habitude, routine. On fait comme on a toujours fait. Il faut changer l'eau des crocodiles. On fait comme on a toujours fait. Alors qu'en système 2, on est plus curieux. On est capable de s'ouvrir à de nouvelles choses. Système 1, on est dans le refus, le déni. Ce que l'autre dit, là, c'est complètement débile. Pas possible. N'importe quoi. Alors que peut-être qu'en fait, dans ces propos par rapport auxquels je ressens une certaine frustration, un certain énervement, parce qu'en fait, ça vient chatouiller chez moi certains besoins ou certaines valeurs, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont tout à fait pertinentes. Le système 1, il est binaire. Le système 2, il est nuancé. Donc le système 1, c'est gentil, pas gentil. Zelensky gentil, Poutine méchant. Ça, c'est purement le système 1. D'accord ? Je prends un exemple actuel, mais on fonctionne comme ça. La société n'a jamais été aussi fragmentée à cause du fait qu'on fonctionne beaucoup trop en système 1 dans certaines situations. Et c'est lié notamment au fait que si on vous fout la trouille, votre système 2, il est moins présent. Souvenez-vous, le stress a un impact sur la capacité du système 2 et du système 3. Et donc si on vous fout la trouille, vous allez fonctionner en système 1. Habitude, déni et dichotomie, binarité. Ensuite, les certitudes pour le système 1 et la relativité pour le système 2. La relativité au sens de « je suis capable d'entendre l'opinion des autres » plutôt que d'être enfermé dans ma certitude. L'empirisme pour le système 1, j'essaye et puis on verra ce que ça donne. Et la rationalité pour le système 2, je vais réfléchir un peu avant de faire pour éviter de faire une bêtise. Et enfin, et non des moindres, l'image sociale pour le système 1 et l'opinion personnelle pour le système 2. Que va-t-on penser de moi face à « j'ai un avis » et je vais l'exprimer. Et je vais l'exprimer en respect, avec tout le respect que l'autre mérite, mais par contre, je vais l'exprimer. Plutôt que tout de suite aller dans le sens de la personne qui est en face de moi, parce que comme ça, ce sera plus simple, et puis je vais me faire passer pour qui je ne suis pas vraiment, en fait. Je vais me couler dans le moule parce que c'est plus facile. D'accord ? Quand vous êtes fatigué, quand on est fatigué, quand on est déshydraté, quand on sent que notre ego est menacé, quand on est stressé, quand on fait face à une émotion qu'on n'arrive pas à bien gérer, on fonctionne essentiellement en système 1. Alors, bien sûr, il y a un continuum entre les deux, hein, ce n'est pas tout système 1, tout système 2. Mais quand on arrive à ce que Jacques Fradin appelle préfrontaliser, c'est-à-dire déplacer le curseur vers le mode adaptatif, vers le système 2, on facilite grandement les relations humaines. Mais c'est très difficile d'être face à quelqu'un qui a une opinion qui est complètement à l'opposé de la nôtre et lui dire « Tiens, c'est intéressant, c'est absolument pas l'idée que je m'en faisais. Est-ce que tu peux m'en dire plus de manière à ce que je puisse comprendre ton point de vue ?» Au bout de 10, 20, 30 secondes, on repart très rapidement dans du « Oui, mais non, c'est n'importe quoi, moi je te dis, j'ai vu que, j'ai entendu, etc. » C'est très, très difficile de laisser la parole à l'autre. Et quand on laisse la parole à l'autre, on se rend compte qu'il n'y a pas que du blanc-noir, que l'autre, parfois, que nos certitudes, parfois, elles peuvent être remises en cause, et
on va vers une forme de nuance, d'acceptation. On a tous un élément de la vérité, et si on parvient à les mettre ensemble, peut-être pour s'accorder au final qu'on est d'accord de ne pas être d'accord, mais au moins on se sera écouté. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné quelques éléments par rapport, d'une part, à la manière dont notre cerveau fonctionne au travers d'un modèle. Alors, bien sûr, c'est un modèle, je répète, c'est une simplification. Mais cette simplification, j'espère vous avoir fait pris conscience du fait qu'elle est utile pour comprendre pourquoi, dans certaines situations, on n'arrive toujours pas à faire ce qu'on a essayé de mettre en œuvre depuis tellement d'années, pour certains, et ça continue à nous poser problème au quotidien, à nous mettre dans certaines situations inconfortables. Tout ça, on peut le travailler. Une fois que vous avez compris que le système 1, c'est quelque chose de complètement automatique. Le système 2, c'est lui qui peut amener des comportements différents, mais si le système 3 n'est pas là pour bloquer le comportement automatique, eh bien, ça ne se fera pas. Nous avons tous la possibilité de changer des comportements qui ne nous conviennent pas. Et la raison pour laquelle j'ai proposé cette conférence, c'est parce que j'estime que c'est quelque part un devoir civique de se donner les moyens de transformer des comportements, de changer des comportements qui ont un impact négatif sur la société. Et la société en général, ce n'est jamais qu'une somme de relations. Et si on peut déjà avoir une bonne relation avec nous-mêmes, ça c'est la première étape. Je ne vais pas aller trop loin dans cette thématique-là, mais la première étape, c'est d'avoir une bonne relation avec nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas pardonner à l'autre tant qu'on n'est pas capable de se pardonner à soi-même. On ne peut pas avoir du respect pour l'autre tant qu'on n'a pas de respect pour soi-même. On ne peut pas aimer l'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et après, en termes de relations, si déjà autour de nous, on peut avoir quelques relations de meilleure qualité, eh bien, tout ça peut grandir, se développer, pour que, au sein d'un village, d'une rue, d'un village, d'une commune, et puis de plus en plus largement, on puisse aller vers, peut-être, qui sait, un autre type de société. Merci pour votre attention.